Non mais Houellebecq, quoi. Ouais, on est d'accord, hein. C'est vraiment un génie. imposteur. C'est pas ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Non, d'accord avec vous. Sauf sur un point. Non. C'est contre cela que je m'assure. Torbi et Torbi. C'est pas un bon argument, Quand on parle tous ensemble, le téléspectateur, sa réaction, c'est de rejeter tout ce qu'on dit. Et ça n'est pas la jaquette qui fait le contenu, c'est l'auteur. Il reste un ouvrage bien faible à mon goût, truffé de provocations faciles et d'accroches perverses, destinées à créer le buzz pour assurer le tirage. Une triste opération mercantile dont la littérature se serait bien passée. Ça, c'est le commentaire le plus liké sur Babelio pour les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Et clairement, je pourrais comprendre ce type. Quand tu ouvres un bouquin de Houellebecq, la première chose qui te saute à la gueule, c'est le côté malsain de certains passages. On dirait qu'il se complaît dans une langue super vulgaire, super violente. Parfois, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a une certaine complaisance dans la façon hardcore qu'il a de décrire les rapports sexuels. Comme chez Sade, finalement, c'est juste une question de tuyauterie. Alors, la première fois, je veux bien, tu dis que ça correspond au propos du livre. Par exemple, dans Extension du domaine de la lutte, ça parle de l'irruption de la logique de marché dans la sexualité. Donc oui, je comprends. Mais remettre le couvert à chaque roman depuis plus de 20 ans, je veux dire, ça devient difficile de défendre uniquement le parti pris esthétique. Il y a chez Houellebecq un goût de la provocation pour la provocation, du scandale pour le scandale. Le racisme à la fin d'Extension du domaine de la lutte, le libertinage dans les particules élémentaires, la pédophilie et la zoophilie dans Sérotonine. À chaque fois, on se demande ce que ça va être son prochain coup d'éclat pour attirer l'attention du public. Ce livre m'a foutu la gerbe. Il parle que de sujets ultra glauques, comme si la littérature ça pouvait être que ça. Le problème, c'est pas tant que les premières pages de Sérotonine soient ultra vulgaires. Le problème, c'est qu'on dirait que c'est la patte de l'auteur. Et je comprends que c'est une patte que des gens trouvent sans intérêt. Ok, j'entends. Mais en réalité, Houellebecq, il a plus d'une corde à son arc. Il a rien contre l'héroïsme et la beauté. Simplement, il réserve ces thèmes-là pour sa poésie, qui est certes moins connue, mais qui demeure fondamentale pour lui. En poésie, il m'arrive d'être paisible ou heureux. Domaine qui me paraît quand même quasiment inaccessible à la prose romanesque, en fait. L'exaltation, le bonheur ou la paix sont pas des... Et le roman ne peut pas fonctionner sans drame, quoi. En fait, il y aurait une complémentarité entre la prose de Houellebecq comme lieu de la désolation et sa poésie comme lieu de la consolation. C'est ce que montre une de ses spécialistes qui s'appelle Agathe Novak-Le Chevalier dans son livre qui s'intitule justement Houellebecq, l'art de la consolation. Donc, si les romans de Houellebecq sont trash, mais c'est parce qu'ils veulent rendre compte du monde. En clair, Houellebecq, mais comme Flaubert avant lui d'ailleurs, fait l'anatomie de la violence à l'œuvre aujourd'hui dans les rapports humains, qu'ils soient familiaux, économiques, romantiques, sexuels, etc., etc. En clair, ce n'est pas lui qui est abject, c'est le monde qu'il décrit. Alors tu mentionnes bien Extension du domaine de la lutte, c'est le livre qui est à l'origine du succès de Houellebecq parce que tout le monde, ou presque, lui a reconnu un don pour saisir l'état de la société à l'instant T. Par lui, la littérature permettait une prise de recul, comme les hélicoptères qui survolent les forêts pour mieux distinguer les ruines. C'est d'ailleurs un tout petit livre, et moi qui l'ai lu après tous les autres livres de Houellebecq, j'y ai trouvé intégralement tous les ingrédients qui font Houellebecq, condensés en plus en une petite centaine de pages. Et c'est ça pour moi sa patte, c'est mettre des mots honnêtes sur notre mal moderne. Après, c'est clair que c'est de la littérature plus qu'un documentaire. Alors la langue est travaillée pour se mettre au service de cette autopsie. D'où notamment ce que tu dis sur l'utilisation de la sexualité, qui est réifiée. Et celle-là, on la voit partout, à la télé, sur Internet, dans le métro, etc. Et on s'y est presque habitué. C'est ça qui est horrible. Alors, en la présentant frontalement, dans un contexte qui habituellement ne relève pas du genre pornographique, eh bien, c'est comme ça que Houellebecq réussit à refaire advenir le dérangement, la prise de conscience que cette réification est haïssable. Il réussit à nous refaire voir à quel point cette chosification est vraiment, au sens strict, dégoûtante. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles de cette puissance de dévoilement de l'écrivain. Il donnerait à voir ce que les autres ne voient pas. Mais moi, justement, je reproche d'en rajouter une couche. Et même s'il le nie, c'est une réalité. En y pensant, est-ce que je me souviens d'une fois dans ma vie où la lecture d'un roman aurait changé mes intentions de vote, par exemple? Pas une. Et je connais personne autour de moi, donc, après avoir lu un roman, ait changé ses intentions de vote, quoi. Mais moi je suis pas d'accord, celui qui décrit n'est pas qu'un œil, c'est aussi un acteur qui influence ceux qui le lisent.
C'est encore plus flagrant quand on se penche sur les thèmes qu'il aborde, mis à part le traitement cru de la sexualité dont on vient de parler, la question du post-humain dans les particules élémentaires et la possibilité d'une île, l'islamisation de la société dans soumission. Il fait exprès de toucher à des sujets qui déchaînent les passions, où chacun a un avis à donner et voudrait bien le faire entendre. Nous d'ailleurs, on est bien placés pour le savoir, car c'est justement les sujets qui créent le vacarme qui nous ramènent le public le plus nombreux. Alors, même si Houellebecq aborde ces questions dans le cadre de la fiction, il est devenu un intellectuel qui est invité sur les plateaux pour donner son opinion sur les grands débats publics. Et ça pousse les éditorialistes de tout poil en quête d'un sujet pour leur 6-9 à mélanger sans vergogne l'auteur et ses narrateurs. Et ça, Houellebecq le sait très bien, et il en joue pour des raisons marketing évidentes. Quand il aborde ces thèmes dans ses romans, surtout avec des personnages qui ont des avis tranchés et un certain art de l'aphorisme, du bon mot, il invite le lecteur à, lui aussi, faire la confusion entre l'auteur et son œuvre. Je suis d'accord. Cette confusion entre l'auteur et le narrateur, à mes yeux, c'est tout le problème. Mais elle est d'abord, je crois, le résultat d'un malentendu. Parce que du fait de son pouvoir de dévoilement, comme tu dis, eh bien les lecteurs se sont attendus à ce que chacun de ces nouveaux romans porte un diagnostic quasi prémonitoire sur notre époque. D'où les rapprochements permanents qui sont faits avec l'actualité brûlante. Alors les attentats en Asie du Sud-Est qui sont mis en scène dans Plateforme en 2001 se dérouleront effectivement. Il y a ceux de Charlie Hebdo maintenant, pour Sérotonine, c'est la crise des gilets jaunes, etc., etc. Tout le monde se dit, décidément, Houellebecq a tout compris, il avait tout prévu, etc. Mais il y a un grave problème. C'est que ça, c'est la cour dans laquelle tous les éditorialistes et essayistes politiques jouent, et eux qui font 100 prédictions par semaine avec la décontraction d'un astrologue de la romantique. Donc, quand sur un plateau, les producteurs font se suivre Zemmour, puis Michel Houellebecq, puis Ruth Elkrief, en tant que spectateur, t'as l'impression d'entendre 3 fois le même genre de propos. La France va mal, etc., etc. C'est pour ça qu'au moment de soumission, pour moi, il y a eu un plantage complet de la part des journalistes. Tout le monde voulait avoir la véritable opinion de Houellebecq. On savait plus bien s'il était islamophobe ou islamophile, enfin, c'était n'importe quoi. Au fond, ce que vous racontez, ce que vous imaginez dans ce roman, c'est la mort de la République. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, Michel Houellebecq ? C'est complètement con cette question. Patrick Cohen, il comprend pas du tout que le sujet du livre, ce n'est pas la mutation de la France en une république islamiste. On n'est pas dans un roman d'anticipation, on n'est pas dans un essai politique. Tout ça, ce n'est que le cadre, le contexte, à l'intérieur duquel Houellebecq vient injecter son personnage de loser quarantenaire sans désir et sans but. On voit bien que dans quasi tous ses romans, le cadre change, mais le fond reste. Il y a le monde agricole dans Sérotonine, il y a le milieu médiatico-artistique dans La Carte et le territoire, il y a les survivants 68 ardes dans Les particules élémentaires, il y a l'entreprise publique dans l'extension du domaine de la lutte. Dans tous ces milieux s'épanouira la déchéance morale d'un cas de sup auquel on s'identifie. Alors, entre ça et les essais de Zemmour sans bibliographie, il y a quand même 100 km. Et si les journalistes sont pas capables de le voir, ça n'étonnera que les perdreaux de l'année. Je suis d'accord avec toi, cette idée de pouvoir de prémonition, ça a été du pain béni pour sa notoriété. Même si évidemment ça n'a aucun sens à mes yeux, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'être un devin pour se rendre compte que depuis au moins 30 ans, il y a un problème avec l'agriculture en France. D'ailleurs, de nombreuses personnes ont justement fait remarquer que les préoccupations des Gilets jaunes sont bien plus larges que celles de la révolte paysanne décrite dans Sérotonine. Il n'empêche que c'est devenu un sujet parfait pour les éditorialistes en quête de nourriture pour leur matinale. En fait, avant même qu'il y ait cette histoire de Houellebecq voyant qui lit dans les tripes d'agriculteurs dépressifs, cet auteur jouait déjà énormément sur la confusion entre un discours littéraire et un discours d'essayiste éditorialiste. Il sait que tout ce qu'il dira pourra être retenu contre lui. Il sait qu'il sera mal lu, voire pas lu du tout. Le titre même de Soumission, par exemple, invite à y voir un livre polémique sur le grand remplacement. Finalement, j'ai l'impression que Houellebecq joue le jeu dangereux du putaclic. Avec ce titre, par exemple, Soumission. C'est la traduction littérale du mot islam. On entend déjà des éditorialistes qui vont lui demander « Vous pensez vraiment qu'ils veulent tous nous soumettre, que c'est dans leur ADN ?» Houellebecq, il ment ainsi sur le contenu réel de son bouquin, qui n'est pas vraiment un essai sur la nature essentiellement asservissante de l'islam, loin de là. Il propose un objet mensonger, ou qui deviendra de toute façon mensonger par les détournements éditoriaux ou politiques. Et il propose cet objet en se disant qu'au moins, ça touchera un plus grand nombre de lecteurs. Il orchestre le discours qui va précéder tous ses livres pour que ça se vende mieux. La preuve, dans les titres, on en a parlé, la couverture de Soumission en livre de poche, qui représente la tour Eiffel surmontée d'un croissant, son corps lui-même qui sculpte au fil des années pour lui donner un aspect répugnant. Il promet un produit tonitruant pour mieux vendre une œuvre qui ne l'est peut-être pas tant que ça, tonitruante. Mais le problème, c'est le suivant. Est-ce que faire ça,
ce n'est pas à la fois risquer de nourrir le bruit universel qui nous abrutit tous, et en plus de modifier de fait son œuvre, et pour toujours. Car quand on a entendu parler de ce livre comme un objet scandaleux, est-ce qu'on peut le voir autrement ? Personnellement, j'ai l'impression que tous ces bouquins, c'est bien plus que ça. Les particules élémentaires, c'est vraiment puissant. Soumission, c'est vraiment marrant. Et quand j'en parle autour de moi, les seules réactions que j'entends, c'est est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Est-ce qu'il le pense vraiment ? En fait, pour moi, Houellebecq, en jouant le jeu des éditorialistes, il a peut-être, sans doute même, altéré son œuvre. Oui, c'est une bonne question, ça. Effectivement, c'est une corde raide sur laquelle il marche. Mais personnellement, je reste convaincu que tout lecteur un peu dépassionné et qui n'écoute pas trop souvent la radio verra bien, en ouvrant ses livres, que Houellebecq a des choses intéressantes à dire. Oui, je reste convaincu que le personnage qu'il incarne devant les journalistes, celui qui dit des horreurs avec une désinvolture royale, eh bien, c'est encore une de ces marionnettes en train de leur jouer un bon tour. Et ce qui m'invite à le penser, c'est que dans son œuvre, les journalistes sont traités avec un tel mépris. Mais je pense au chapitre du soir de l'élection du nouveau président musulman, dans Soumission par exemple. Enfin voilà, donc s'il y a bien une idée qu'on retrouve en permanence dans l'œuvre de Houellebecq, c'est que le monde médiatique est un cirque bruyant. Alors voilà, je trouve qu'il y a un double discours chez Houellebecq, quand par exemple, il écrit un article grotesque dans un journal américain pour prétendre que Donald Trump est un bon président, et ensuite, il rit sous cape de voir Valeurs Actuelles tomber dans le panneau en le traduisant fièrement et à prix d'or. Alors, si d'aventure on faisait une vidéo sur Houellebecq, je mettrais en description 2 articles hyper intéressants de 2 universitaires qui recensent tous les moments de quiproquo, d'ambiguïté volontaire qui sont présents dans son œuvre et qui invitent quand même à conclure que si tu lis Houellebecq sans être attentif à un éventuel second degré, eh bien, tu manques toute une dimension de son écriture. Enfin bon, voilà, on rejoint ton problème. Est-ce que son habitude et son évident plaisir à jeter de l'huile sur le feu ne le rendent pas responsable de ce manque d'attention au second degré de la part du lecteur ? Après, il est aussi très probable qu'il y ait du double discours, aussi de la part des journalistes mainstream. Parce que parler d'un livre le jour de sa sortie, c'est quand même compliqué, puisque par définition, personne ne l'a lu. Disons que les journalistes pourraient très bien ne pas avoir manqué le second degré, mais se dire qu'il est plus facile d'intéresser les auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre en réduisant son propos sur l'islam, sur les gilets jaunes ou que sais-je encore, tout ce dont il parle facilement. Et ce qui me rend dingue, c'est que même si on voulait tenir une critique morale des œuvres de Houellebecq, on pourrait très bien rester dans le champ littéraire. Par exemple, ce bon vieux Patrick Cohen, il pourrait faire valoir qu'il n'y a pas vraiment de polyphonie dans ces textes. C'est-à-dire de personnages qui disent des choses opposées mais qui ont tous un propos cohérent. Ça permettrait d'avancer, parce que ça permettrait de préciser les choses et surtout de ne pas coller toutes les œuvres de Houellebecq à la même enseigne. Par exemple, les 2 demi-frères dans les particules élémentaires, ils ont un rapport très différent au libertinage. Dans Soumission, c'est le président de l'université où enseigne le personnage principal, qui n'a pas du tout le même rapport que lui à la croyance religieuse. Disons que quand il y a de la polyphonie, c'est-à-dire plusieurs voix contradictoires qui se font entendre, on ne ferme pas le livre en se disant « l'auteur a voulu dire ceci ». La distance entre l'auteur et le narrateur reste très grande, la confusion elle est plus difficile à soutenir. En revanche, dans Sérotonine ou même dans Extension du domaine de la lutte, on est quand même plus proche du roman à thèse, où le narrateur n'a pas de contradicteur sérieux, où les événements du récit sont presque uniquement là pour lui donner raison. Alors, ça nuit pas forcément à la qualité littéraire de ces livres, mais ça invite effectivement à y voir une patte un peu trop explicite. Mais voilà, le problème c'est que si la patte en question elle parle constamment de pédophilie ou de meurtre, je veux dire ça commence à poser vachement question sur la personne qu'on consacre comme génie année après année. Après, je t'avoue que je placerai pas la question de morale au même niveau que toi. Disons que si pour toi une multiplicité de points de vue qui cohabitent, ça permet de l'innocenter définitivement quand il y a scandale, moi je dirais plutôt que ce qu'il dispense d'avoir à se défendre sur le champ moral, c'est la façon qu'a l'auteur de séparer son univers d'une autre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ces personnages sont parfois comme des marionnettes, complètement irréelles, et donc sans conséquence. C'est complètement flagrant dans les dernières pages d'Extension du domaine de la lutte, par exemple, ou aussi dans les premières pages de Sérotonine. Dans le premier, on a un personnage principal complètement démoniaque qui incite son ami à tuer, et dans Sérotonine, on a un stéréotype absolu du phallocrate médiocre et dérisoire. Avec ces 2 types qui naissent dans le récit, on est complètement dans une veine beckettienne, où le personnage se dissout dans un stéréotype ou dans une parole qui n'a plus de consistance, plus de crédibilité. Ça me fait aussi penser au petit poème en prose de Baudelaire, tu vois, où l'auteur nous décrit des monstres qui sont avant tout des créatures poétiques,
Houellebecq, il a cette capacité, ce savoir-faire qui lui enlève, je trouve, le devoir de se justifier moralement. Même dans ses romans, où il ne donne qu'un seul point de vue, ce point de vue est rendu si monstrueux qu'on n'y croit pas une seule seconde. Et en même temps, il réussit le tour de force de regarder à certains moments ces monstres avec une certaine tendresse. C'est vrai. Mais donc tout se joue dans cette capacité à mettre en scène des monstres qui me dégoûtent horriblement et avec lesquels pourtant j'éprouve parfois de l'empathie. Mais si je voulais citer 2 autres inspirations qui me semblent éclairer l'œuvre de Houellebecq, c'est pas d'abord à Baudelaire ou à Beckett que je penserais. En premier, mais ce serait aussi un romantique, Alfred de Musset. C'est lui qui popularise ce format de roman-confession, avec son roman Confession d'un enfant du siècle. En gros, comme lui, Houellebecq écrit un récit rétrospectif, à la première personne, qui nous met dans la peau d'un homme atteint de ce que Musset appelle le mal de vivre, et qu'aujourd'hui on appelle dépression, nihilisme, etc. Le personnage principal porte sur lui les maux de la société, et son histoire se manifeste dans tout son drame quand elle s'articule autour de ce qu'on trouve toujours chez Houellebecq, une histoire d'amour raté. Bah oui, parce que chez Houellebecq, si les personnages n'atteignent jamais l'éternité du couple heureux, c'est à cause d'un siècle où il n'est plus possible d'aimer. En fait, on est en plein cœur de la tragédie. La saloperie du personnage s'explique par 1000 facteurs qui le dépassent. Il n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocent. Du coup, Houellebecq part en quête de ces 1000 facteurs qui font du monde d'aujourd'hui une lande de désolation. C'est l'autre grande inspiration à mes yeux, c'est le naturalisme, à la manière de Zola. Car là, c'est très explicite. Quand on lit Houellebecq, on lit Zola. C'est le même style bas, comme on dit. Il y a l'étude attentive d'un milieu. Alors, c'est le monde agricole de sérotonine, l'université de soumission, etc., tout ce dont on a déjà parlé. Il y a aussi la topographie hyper précise, c'est-à-dire que tous les lieux ou presque où se passe l'action existent exactement comme ils sont décrits. Et surtout, il y a une volonté documentariste, avec les paragraphes qui sont copiés-collés de Wikipédia, mais il y a aussi surtout que le personnage principal est un savant. Alors c'est un agronome dans Sérotonine, un professeur de littérature dans Soumission, etc. Et donc ce savant va tenir un discours de savant sur le monde qui nous entoure. Et ça, c'est encore une autre corde raide. Parce que je n'ai de l'empathie pour le monstre que si je suis d'accord avec le constat catastrophique que pose le personnage principal et qui explique son comportement. Mais le problème, c'est que ce constat est quand même très idéologisé. Et donc, si je n'y souscris pas, si le constat n'est pas assez convaincant, eh bien là, le monstre devient tout à fait coupable et perd toute ressemblance avec le lecteur. Ok, mais est-ce que tu trouves pas que le tour de force de Houellebecq repose bien plus sur la façon qu'il a d'agencer ces moments plutôt que sur la façon dont il les dose ? En fait, pour moi, le talent de Houellebecq, et ce qui fait que j'apprécie ses livres, malgré le critique Babelio tout à l'heure, qui a bien raison de souligner que c'est un peu difficile de lire du Houellebecq au petit déjeuner. Mais pour moi, sa grande puissance, c'est le fait qu'il maîtrise avec brio l'art de la transition. Quelque chose de très puissant advient souvent dans ses livres. C'est que les passages où on a de l'empathie pour le personnage, qui a été savamment resitué dans son contexte social et idéologique, succèdent très habilement au moment où on observe juste un monstre à l'œuvre. On sourit d'avancer dans un récit grotesque et sans enjeu, parce qu'on ne croit pas du tout à la réalité des personnages. Un peu comme dans un conte ou dans une comédie de marionnettes. Mais tout à coup, on est attendri par ce pauvre type qui essaie de faire ce qu'il peut pour être heureux dans un monde qui le broie. En fait, tous les moments où ça devient complètement invraisemblable, on l'accepte. En tout cas, je l'accepte. Parce qu'on est aiguillé par tout un tas de signes qui nous disent « Ok, là c'est un délire, un conte, tout ce que tu veux, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec la réalité. » Et puis brutalement, on est ramené dans le réel avec l'empathie pour les personnages. Bref, en filigrane, on voit le maître à l'œuvre en train de nous balader. Dans cet art de la transition, Houellebecq joue constamment avec le feu. Au moment où on croit que le narrateur est définitivement éloigné de l'auteur, tant il est monstrueux, l'empathie créée soudainement vient nous donner l'ombre d'un doute. Mais déjà, le personnage est redevenu invraisemblable, trop fictif pour être pris au mot. Ça permet de résoudre, à mon sens, une grande partie à la fois de la question de la moralité et celle de la vraisemblance de ces bouquins. L'œuvre est tenue loin de l'auteur, parce qu'il est visiblement le maître de cette œuvre, et elle ne se situe pas dans la continuité directe de l'auteur comme un membre de plus. La plupart du temps, je trouve que Houellebecq est à la fois nulle part et partout. Et c'est à ce moment-là que l'horreur peut me faire réfléchir sur ma condition, dans la fécondité de cet aller-retour entre le rire qui me protège et l'empathie qui m'humanise. Mais le problème, c'est qu'il y a des passages où il est moins bon. Je pense aux dernières pages de Sérotonine, par exemple, qui ont été pas mal critiquées. C'est un moment où la sauce ne prend pas. Et là, c'est terrible, parce que l'auteur est complètement à découvert. Il n'est plus protégé par la structure, par l'architecture de son œuvre. Après, bon, est-ce qu'on peut déterminer de la réussite ou de l'échec de ça de façon objective? C'est toute la question. Mais ça permet, à mon sens, d'expliquer la grandeur et le talent d'Achille de cet écrivain.
En fait, c'est marrant parce que toutes ces histoires avec Houellebecq, ça me fait vachement penser à Starship Troopers. C'est le film de Verhoeven qui est sorti dans les années 90 et que moi, il m'a énormément plu. C'est un film où les pays de la Terre sont en guerre interstellaire contre des extraterrestres assez dégueulasses. Et une lecture un peu simple pourrait nous faire croire qu'on assiste à un énième Stallone où l'Américain vaillant va vaincre les vilains ennemis. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le film a été largement reçu. Il y a eu des quantités d'articles dans le New York Times et compagnie qui accusaient Verhoeven d'avoir fait un film ultra-violent, presque néo-nazi, mais je rigole pas. Sauf que, en fait, il y a énormément d'indices qui pointent vers un autre niveau de lecture, où tout est en fait un peu trop outrancier pour être sérieux. Où les spots de télé, tu sais, qui s'insèrent dans le récit, ressemblent un peu trop à de la propagande. Par exemple, un spot très premier degré qui invite les enfants à participer à l'effort de guerre. Il y a l'état-major et les profs de l'école militaire qui sont hyper brutaux et qui sont jamais remis en question par les personnages principaux qui ont un peu trop une tête de con. Mais voilà, si tant de critiques de cinéma ont accusé ce film sans y voir tout ça, est-ce que Verhoeven ne porte pas une part de responsabilité ? Est-ce que ça veut dire que son film aurait pu être mieux écrit ? Ou est-ce que plutôt toute satire sociale qui se veut un peu subversive a nécessairement vocation à n'être pas comprise par tous ? Enfin bref, t'as compris le parallèle. Si Houellebecq est mal lu, est-ce de sa faute ? Mais objectivement, c'est difficile de se prononcer, mais je pense que les pistes qu'on a relevées permettent d'y voir un peu plus clair. Bon, c'est intéressant tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être en faire une vidéo ? Ben oui, bonne idée. Mais alors si on en fait une vidéo, il faudra pas oublier de préciser à la fin que si les gens veulent soutenir l'émission, ils peuvent nous donner des sous sur Tipeee, parce que la chaîne n'est pas monétisée. Et puis d'ailleurs, s'ils veulent ne rien rater, qu'ils mettent la cloche. D'accord, mais il faudra trouver une façon subtile de leur rappeler. Allez, au boulot.